acceptée par tous, elle donne des moyens de faire du protectionnisme déguisé. C'est-à-dire qu'on ne dit pas « Ah, on n'achètera plus de produits chinois, on va encourager les entreprises européennes ». On dit « Ah, regardez, les produits chinois sont polluants, ils viennent de très loin. Donc avec des règles sur le fait qu'on ne va pas importer des produits polluants, on va avantager nos entreprises européennes ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si la France défend un peu cette opportunité de faire ce protectionnisme déguisé, ce n'est pas un consensus en Europe. Et il y a encore des pays européens, comme les Pays-Bas par exemple, qui sont très pro libre-échange, libre concurrence, et qui eux sont contre. Eux, ils disent non, il ne faut pas faire ce protectionnisme déguisé. Il faut au contraire laisser les entreprises les plus performantes réussir d'elles-mêmes sur le marché. Et si on met de l'argent pour aider des producteurs qui n'ont pas su anticiper l'avenir et prendre la vague de l'électrique, on va subventionner des entreprises qui n'ont pas su anticiper l'avenir et prendre la vague de l'électrique. Je voudrais rebondir là-dessus. Vu que là, on a un coup de retard. On a une vague de retard, comme dit on a 15 ans de retard. Ok, alors on a 15 ans de retard. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à sauter direct sur l'hydrogène? C'est un peu ce que dit le ministre français de l'économie Bruno Le Maire. Il dit parfois la France a loupé la vague de l'électrique. Ça sert à rien d'essayer de mener la vague d'il y a 15 ans et d'essayer de rattraper la patrouille, c'est trop tard. La Chine a pris trop d'avance. Concentrons-nous sur la prochaine révolution technologique industrielle qui est celle de l'hydrogène. Et encourageons plutôt les acteurs innovants dans ce secteur. Karima Delli. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que la bataille, il est vrai qu'on a perdu 15 ans. Mais sur quel type de modèle? Aujourd'hui, le marché des constructeurs automobiles vise en grande part notamment des SUV, des grosses voitures qui prennent plein de place, qui sont dangereuses et qui polluent. Là, le choix que nous devons avoir, c'est le retour de la petite voiture intelligente, vous voyez, qui sera partagée. Ça, c'est un créneau, ça, c'est l'Europe qui devrait notamment investir sur ce volet. Sur la question hydrogène, il faut faire attention parce que tout le monde parle d'hydrogène, on parle même de l'avion à hydrogène, on n'est pas prêt technologiquement. Donc, sur la bataille maintenant qui se joue, ça va être mettre en place une mobilité qui sera partagée, parce que demain, chacun sa voiture, ce sera plus possible, et faire en sorte qu'on ait des enjeux stratégiques. Par exemple, si vous parlez d'hydrogène, en ce moment, la vraie question de l'hydrogène, ce sera sur du lourd. Par exemple, les trains. Là, il y a quelque chose à faire. Mais il faut encore relancer l'industrie du train, qui est une clé extraordinaire. Et là, on voit que l'Europe freine des 4 fers. Enfin, des 4 mers, des 4 fers, voilà. Il y a d'autres choses à faire sur l'hydrogène, sur lesquelles il faudra peut-être... Mais honnêtement, je chante Karima Delli, mais elle est pas mal, celle de 4 mers, 4 fers. Mais ce que pense Bruno Le Maire n'a pas beaucoup de sens. C'est un peu comme de dire, au début des années 2000, on a loupé le train d'Internet, on va développer l'intelligence artificielle. Voilà. On a fait l'une à une autre. C'est simple que ça. Qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont vu l'Internet apparaître, ils ont construit une grande muraille numérique autour de la Chine, ils ont développé leurs champions, et ensuite maintenant ils tentent de conquérir le monde. Et sur les téléphones portables notamment, ils étaient pas loin de réussir leur coup. Donc c'est pareil pour la voiture électrique. Dire on a loupé le créneau, donc on va laisser les Chinois prendre 60%, 70%, 80% du marché européen, c'est un suicide parce que nos constructeurs vont disparaître. C'est millions et des millions d'emplois qui vont se jouer. Nos constructeurs vont disparaître. Et qu'est-ce qui va inventer la voiture à hydrogène du futur? C'est une vraie question. En tout cas, je termine là-dessus. Je pense qu'il ne faut absolument pas se baisser les bras. Il faut essayer de convaincre effectivement des pays comme les Pays-Bas que ça va. Les Pays-Bas, ils se sont trompés sur tout depuis 30 ans. Surtout, comme les Allemands. Donc il y a un moment, il faut peut-être aussi leur dire écoutez, quelles sont les voitures néerlandaises? Vous connaissez une marque néerlandaise de voiture, vous? Moi pas. Mais ils sont très forts sur le vélo. Voilà, ils sont très forts sur le vélo, c'est ça. Avec de la batterie chinoise, des dérailleurs chinois, etc. Il faut sont des très bons assembleurs. Karima Delli, vous êtes pour une relocalisation de la production de vélos en Europe, parce que c'est vrai que les vélos chinois, ils sont quand même franchement envahissants ici. Alors justement, on a demandé son avis au député européen luxembourgeois Marc Angel sur la question. Ça pose un problème depuis les années 90. C'est pour ça que la Commission a introduit des taxes anti-dumping qui étaient au début vers 20%. Maintenant, ils sont presque à 48% pour protéger la production des vélos européens. Et je dois dire que la production européenne, elle est en train d'augmenter. Mais il faut aussi faire attention, et le commissaire Timmermans l'avait bien souligné, qu'il faut faire attention que si on investit dans cette production, qu'on ne nous la vole pas comme ça a été fait avec les panneaux solaires. Voilà, le commissaire Timmermans, évoqué par Marc Angel, qui est l'ancien héros du Green du côté de la Commission européenne, le commissaire travailliste, on va dire socialiste néerlandais. Les taxes anti-dumping, c'est la solution? Il y a ça, mais ensuite, il faut encourager le fait d'acheter des vélos. Et donc là aussi, TVA réduite, hop, on y va. Et ensuite, l'ensemble il faut aider les collectivités à faire des pistes cyclables. Les gens ne font pas de vélo s'ils ne sont pas rassurés sur les pistes. Hop, on les aide sur doubler les pistes cyclables. Et ensuite, il faut vraiment mettre l'accent sur pratiquer du vélo. Et ça s'apprend, mais il faut accompagner les populations et montrer à quel point c'est gagnant-gagnant. La bataille des prix, pour moi, est fondamentale. Aujourd'hui, un vélo à assistance électrique, qui est celui que tout le monde va utiliser demain, parce que la réalité, c'est l'assistance électrique, c'est 3 000 €. C'est énorme. Qui peut se payer un vélo à 3 000 €? C'est une vraie question. La voiture électrique, c'est 40 000, 50 000, 60 000 €. Qui va pouvoir se payer des voitures à ce prix-là? Et c'est pour ça que les Chinois vont nous tailler des croupières monumentales, parce qu'ils vendent des voitures électriques à 20 000 €, des vélos électriques à 1 000 €, etc. Il n'y a pas que l'argent public pour encourager la pratique du vélo. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'il y a d'autres outils que l'argent, par exemple les règles, qu'on reproche beaucoup à l'Europe de produire des normes, mais en l'occurrence, elle est en train de mettre sur la table une nouvelle norme qui pourra aider à développer le vélo. C'est le fait que dans chaque nouveau bâtiment, soit de logement, soit de bureau, il sera obligatoire pour les promoteurs immobiliers de construire des parkings à vélo, 2 parkings par logement, et pour les entreprises, des parkings correspondant à 15% des utilisateurs de bureaux. Et ça, par exemple, les constructeurs disent, nous, ça nous fait beaucoup plus de contraintes, donc ça crée aussi des remous, même quand l'Europe essaie juste de mettre des normes sans forcément mettre de l'argent public, là aussi, ça crée quelques oppositions. Karima Delli, vous disiez tout à l'heure, non, le vélo, c'est pas un truc de bobo citadin. D'où cette question finalement, le vélo, est-ce qu'il a une couleur politique? Le vélo, est-ce qu'il n'est pas un peu de gauche? Je pose la question à vous, Paul Germain. Eh bien, Yann Anthony, question difficile. Le vélo est-il de gauche? Comme ça, spontanément, on se dit que le vélo, c'est plutôt écologique et que donc il est de gauche. Mais nous avons voulu vérifier ici, au Parlement européen, auprès du service de réservation des moyens de mobilité pour les députés européens. Et on nous a avoué, sous le couvert de l'anonymat, que la plupart des députés réservaient plutôt des voitures avec chauffeur. Mais enfin, il y en a quand même qui réservent des vélos. Et le meilleur client, c'est Marc Angel, député européen luxembourgeois et socialiste. Un premier élément qui confirmerait que le vélo est de gauche, selon notre enquête, dont je vous laisse apprécier la rigueur. Mais faisons une double vérification avec la ville française préférée des cyclistes. C'est Strasbourg, qui est dirigée par une écologiste. Est-ce un autre élément qui prouve que le vélo est de gauche? Non, proteste Fabienne Keller, députée européenne Renaissance et ex-maire de Strasbourg. Le vélo, il est du centre? Mais voyons ce qu'en pense une autre députée européenne adepte du vélo, la suédoise Malin Björk, qui estime que le Parlement européen pourrait basculer à gauche si tous les cyclistes votaient. Oui, je pense. Parce qu'ici, on regarde qui a mis en place la politique pour les vélos dans les villes. Ça a été un projet de gauche. Voilà, Yann Anthony, mais n'oubliez pas que si le vélo est de gauche, il faut rouler à droite. Le vélo est de gauche, il faut vous rouler à droite. Bah oui, le vélo est de gauche, Yann Anthony. Est-ce que vous avez un vélo?
Non, mais c'est surtout de dire que en fait, le vélo, c'est pour tout le monde. Et le vélo, c'est pas une compétition politique. Le vélo, c'est véritablement un levier d'action qui doit être accessible. Et vous avez raison, vous deux, hein, au plus grand nombre et faire en sorte qu'on donne cette accessibilité partout en Europe. Alors, Karim Adé, vous avez parlé tout à l'heure des SUV, c'est des grosses voitures, en fait, c'est les faux 4x4. Et en juin dernier, le Conseil de Paris a approuvé un vœu présenté par les élus Europe Écologie Les Verts visant à faire payer le stationnement des SUV plus cher que celui des autres voitures. Il y a même un débat ici à Bruxelles où la ministre de l'écologie prône l'interdiction des SUV. Qu'en pense Fabienne Keller, l'eurodéputée Renaissance? Je pense qu'il faut leur faire payer ce qu'ils coûtent à la société en termes d'encombrement, d'occupation de l'espace, de place de stationnement. Pour souvent une seule personne transportée, ils prennent énormément de place et ceci aujourd'hui a un coût. Ils doivent le prendre en charge. Jean, vous êtes d'accord avec ça? Complètement. L'interdiction du SUV, c'est insupportable. C'est vraiment L'interdiction, c'est insupportable. Mais c'est insupportable parce que c'est l'État qui va vous vexer votre comportement. Non, il faut arrêter avec ça. C'est pas comme ça qu'on fait l'écologie. Ça, on fait une écologie. Je peux garder mon humeur, moi. J'ai peur que vous révéliez que j'en avais un aussi à côté de mon vélo électrique. D'accord. Et franchement, il faut sortir de cette écologie punitive. Mais en revanche, on paye ce qu'on coûte à la société, comme les camions, par exemple, payent plus cher les autoroutes ou devraient payer sur l'ensemble de l'Union européenne une vignette pour l'usure des routes qu'ils causent et la pollution qu'ils causent. Oui, ça, c'est la solution. Mais il faut saluer qu'il y a déjà des initiatives. Hein. Le maire Grégory Doucet, le maire de Lyon, a pris déjà des initiatives de taxer le stationnement selon notamment le poids du véhicule. Et ben ça marche. Paris est en train de décider pareil. Moi, je dis juste que les SUV sont une aberration écologique, c'est une aberration aussi énergétique, ça consomme énormément, c'est une aberration sur l'espace, mais surtout, c'est une aberration sur la sécurité routière. Là, il y a quelque chose pour vous, là, c'est dans le gadget, dans le symbole politique ou c'est une vraie mesure écologique agir sur les SUV? C'est tout le problème des interdictions, c'est-à-dire évidemment le SUV est anti-écologique, mais si on commence à interdire le SUV, ensuite vous aurez des gens qui disent pourquoi vous n'avez pas interdit par exemple ce tracteur qui circule en ville, de temps en temps les tracteurs. Mais parce que les usages sont pas les mêmes. Et ensuite chacun va dire mais pourquoi on n'interdit pas ça et pourquoi pas ça, et en fait ça devient une folie administrative. C'est la boîte de Pandore. Exactement. Donc je suis ravie de voir que Jean Quatremer est devenu profondément libéral puisqu'il recommande une mesure très libérale, à savoir au lieu d'interdire et de faire 1000 interdictions, on va simplement créer un signal prix, c'est-à-dire que si vous polluez beaucoup, vous payez beaucoup, mais par contre on n'interdit pas, on n'est pas dans le symbole politique. Et d'ailleurs en ce moment dans la campagne pour les européennes, la droite reproche à la gauche d'être que dans le symbole, dans l'écologie punitive. Donc on voit que toutes ces interdictions des jets privés, des SUV, c'est retourné contre la gauche par leurs opposants en leur disant vous focalisez sur des symboles. Alors faire attention parce que c'est pas seulement des symboles, là il y a une urgence climatique. Moi sur les SUV, je ne comprends pas pourquoi les constructeurs sont rentrés dans ce marché-là. En plus ça concerne que des cibles, c'est hyper cher. Et la bonne nouvelle c'est que comme je viens d'être nommé rapporteur sur le permis de conduire, moi j'insiste pour qu'il y ait un permis de conduire exprès à partir de 21 ans pour pouvoir conduire un SUV. Un SUV c'est plus de 3 tonnes d'acier. C'est hyper dangereux sur nos routes, on fait pas n'importe quoi sur la sécurité routière. Bravo. Donc Jean avec son berlingot il est tranquille. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Merci Madame présidente de la commission transport du Parlement européen. Merci Jean Quatremer de Libération et Jade de l'Éprevier de l'Opinion. Cette émission a été produite par Paul Germain et Alexandre Rougier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Faute de l'Europe. Ils sont des milliers entassés ici, femmes et enfants. La promiscuité règne, le chaos aussi. Dans l'unique centre d'accueil de Lampedusa, les caméras ne sont pas les bienvenues. Aboubacar Soumaoro est un député italien d'origine ivoirienne. Son statut lui a permis de rentrer. J'ai écouté des témoignages de migrants de l'Afrique subsaharienne. Il y en a d'autres qui ont des signes de machettes sur leur corps, des violences. Il y en a d'autres qui ont été emprisonnés en Tunisie parce qu'ils sont simplement des Noirs. Face aux autorités débordées, certains s'échappent, d'autres s'écroulent de fatigue. Plus loin sur la route, des dizaines d'exilés attendent, dans l'espoir de réussir à partir pour rejoindre le continent. Il y a beaucoup de monde. Nous-mêmes, on dort dehors. C'est très sale, c'est très compliqué, on ne peut pas vivre ici. Ailleurs dans l'île, cet afflux record de migrants éveille la méfiance. Ses habitants viennent de bloquer un camion de la Croix-Rouge qui transporte des vivres pour les exilés. On ne veut pas de ces gens ici. Ils doivent tous partir. On n'en veut pas de ces clandestins. Au total, près de 100 000 migrants sont arrivés sur l'île de Lampedusa depuis le début de l'année. Ils ont choisi un monument emblématique de New York. Des centaines de manifestants se sont réunis sur le pont de Brooklyn, jour anniversaire de la mort de Mahsa Amini. Beaucoup sont d'origine iranienne et ils sont venus montrer leur soutien au mouvement de contestation en Iran. Je crois que la jeune génération iranienne est très puissante. Elle est tellement motivée. Ils voient le reste du monde sur Internet et on ne peut plus leur cacher le concept de liberté. Je suis donc convaincu que si la communauté internationale participe et nous aide, nous pourrons faire tomber cette théocratie. Le 16 septembre 2022, Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne décédée après son placement en détention pour non-respect du code vestimentaire. Les autorités lui reprochaient de ne pas avoir porté son voile correctement. Dans la foulée, des émeutes embrasent le pays pendant plusieurs mois. La répression du régime est brutale, des centaines de personnes trouvent la mort, beaucoup tués par les forces de sécurité. La neutralité carbone n'est-elle toujours atteignable d'ici 2050 au Royaume-Uni? Selon les écologistes, ce sera de plus en plus difficile. D'abord parce que le gouvernement a promis en juillet de nouvelles licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures en mer du Nord. Tout soutien gouvernemental à la poursuite de l'utilisation des énergies fossiles a un impact négatif sur la transition. Ensuite, Londres n'est pas parvenu à attribuer de nouveaux permis pour bâtir des éoliennes offshore dans son dernier appel d'offres, faute de candidats. Ces projets ne sont plus rentables, selon les entreprises du secteur. Le coût d'installation des éoliennes est très élevé et les prix de l'électricité ne permettent pas d'être rentables au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Au moins 100 milliards de livres d'investissement sont nécessaires pour atteindre l'objectif de neutralité carbone dans le pays. Face au drame qui a frappé le Maroc, nous avons besoin de vous. La Fondation de France lance un appel à la générosité pour venir en aide aux milliers de familles victimes du séisme. Faites un don sur fondationdefrance.org ou envoyez un chèque à l'adresse suivante. Fondation de France, Solidarité Maroc, 60 509 Chantilly-Cedex. Merci.
Info chez vous, merci d'être avec nous. À la une, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est arrivée, ça y est, à Lampedusa, aux côtés de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, alors que des milliers de migrants viennent d'arriver sur la petite île italienne. Gérald Darmanin, lui, s'y rendra dans les jours qui arrivent. Et pour le gouvernement et la majorité présidentielle, il faut appliquer un pacte européen. Je vous propose d'écouter à ce sujet le député Renaissance, Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. Il n'y a aujourd'hui pas de cadre européen parce que le pacte asile-migration, qui est ce texte qui a été proposé par la Commission européenne, qui doit permettre de renforcer les frontières extérieures, c'est-à-dire de mieux les sécuriser, d'harmoniser les procédures d'asile en Europe, parce qu'aujourd'hui d'un pays européen à l'autre ce ne sont pas les mêmes procédures et donc ça crée une forme de chaos où les uns et les autres peuvent aller au gré de leurs envies en fonction des différents pays européens, qui doit permettre aussi de renforcer la coopération avec les pays de départ et de transit, notamment en Afrique. Tant qu'il n'y aura pas ce pacte, effectivement, nous serons dans une situation qui est, je pense, difficile. Dans l'actualité également, la première ministre Elisabeth Borne qui annonce ce dimanche dans une longue interview aux Parisiens que les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte pendant quelques mois et ce afin de baisser davantage les prix. Explication, Aurélie Schiller. Payer moins cher son carburant, c'est l'une des annonces développées par Elisabeth Borne dans le journal Le Parisien ce dimanche. L'astuce, autoriser les enseignes de grande distribution à revendre à perte, c'est-à-dire vendre leur carburant en dessous de leur prix d'achat. Une pratique commerciale interdite par une loi de 1963, mais qui pourrait être temporairement autorisée. Un coup de pouce pour les Français, alors que les prix à la pompe repartent à la hausse. Je vous annonce qu'à titre exceptionnel sur le carburant et sur une période limitée de quelques mois, nous allons lever cette interdiction, ce qui permettra aux distributeurs de baisser davantage les prix. Cette décision inquiète certains syndicats de distributeurs de carburant. Vendre à perte, évidemment, ça veut dire perdre quelques centimes, voire plusieurs dizaines de centimes selon comment l'encadrement de ce prix va se faire. Et c'est évidemment hors de question, puisque mes adhérents, leur premier produit de vie, j'allais dire, c'est le carburant. On a des stations qui font jusqu'à 50 ou 60% de leur marge brute avec du carburant, donc c'est vraiment hors de question. Parmi les autres annonces permettant de soulager le portefeuille des Français, la lutte contre la shrinkflation, une méthode employée par les industriels pour baisser le volume et le poids des produits, tout en maintenant leur prix. Dès novembre, tous les produits concernés par des changements de quantité devront le signaler sur les étiquettes pour ne plus tromper le consommateur. Autre point abordé, celui de la dépénalisation de certaines drogues, comme le cannabis. Avec la recrudescence des drames liés au trafic, la première ministre se dit ouverte à la discussion. Ce n'est pas la voie que je porte, mais c'est forcément un débat qu'on aura. Une lettre choquante pour Elisabeth Borne, justement, une honte, selon Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, des réactions au courrier envoyées il y a quelques mois par le rectorat de Versailles à une famille qui dénonçait le harcèlement scolaire subi par leur fils, lequel s'est suicidé un peu plus tard à Poissy, c'était début septembre, il avait 15 ans. Beaucoup de réactions, bien sûr, ce matin, dans le monde politique, mais pas que. Hugo Martinez, lui-même harcelé enfant, fondateur d'une association de lutte contre ce fléau, était sur notre plateau. Écoutez. Ce courrier, finalement, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que, eh bien, face au harcèlement scolaire, les plus hauts sommets de l'éducation nationale, donc c'est le rectorat qui est quand même en région, finalement la plus haute entité de l'éducation nationale, n'a pas de réponse face au harcèlement scolaire. Et plutôt que bien d'apporter d'empathie, plutôt que d'apporter en tout cas de l'intérêt pour la situation des familles, on préfère attaquer. Météo France place désormais 33 départements en vigilance orange orage. On attend cet après-midi des phénomènes violents, de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent de l'ouest du pays au sud-ouest, vous le voyez en passant par l'île de France. Une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts dans la ville libyenne de Derna, les services de secours locaux épaulés par des équipes étrangères recherchent toujours activement les corps de milliers disparus. Un hôpital de campagne français a pu être enfin installé. Ben Barnier est sur place pour France Info. L'hôpital de campagne français en Libye, vous le voyez, quasiment prêt. Une dizaine de grandes tentes blanches connectées entre elles, ici à Derna, la ville la plus touchée par la tempête Daniel. Les secouristes français sont arrivés ici au beau milieu de la nuit et immédiatement, sans perdre de temps, ils ont commencé à déballer les caisses de matériel et installer les différentes structures. Et vous le voyez ici, tout est pensé pour accueillir au mieux les patients. Dans cette première salle, la salle d'urgence avec des possibilités de transfusion sanguine. Il y a juste après les soins infirmiers avec des possibilités de pansement, des possibilités de plâtre et encore un tout petit peu plus loin, la salle d'hospitalisation de jour avec une pièce réservée juste derrière ce rideau pour les patients les plus contagieux. Les premiers patients devraient arriver dans le courant de l'après-midi. Vous le savez ici, les besoins sont très importants. On a passé la barre des 10 000 morts et il y a au moins plusieurs milliers de blessés avec la crainte d'une épidémie de choléra. Et puis on l'a appris cette nuit, cette alliance scellée entre les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On en parle avec vous, Yves Bélanger, en direct de France 24. Bonjour. Un pacte de sécurité qui peut aller jusqu'à l'usage de la force armée et un message très clair évidemment à destination de l'Afrique et du monde. Oui, c'est l'alliance des trois juntes avec la signature de la charte du Liptako-Gourma, du nom de cette zone frontalière entre le Mali, le Burkina et le Niger, la zone dite des trois frontières où les attaques djihadistes sont nombreuses. L'un des objectifs, c'est de lutter contre le terrorisme et ses bandes armées dans la région, mais cela va bien au-delà. L'enjeu, c'est de créer un système de défense collective. Son nom, l'Alliance des États du Sahel. On se souvient juste après le putsch à Niamey fin juillet, Bamako et Ouagadougou avaient menacé d'envoyer des troupes pour défendre la junte en cas d'intervention armée des pays ouest-africains. Désormais, c'est écrit dans la charte. Toute atteinte à la souveraineté d'un des trois pays sera considérée comme une agression, je cite, et engagera un devoir d'assistance des autres membres de l'Alliance. Le message est clair, il est adressé aux États voisins. Donc, même si une intervention armée pour réinstaller Mohamed Bazoum, le président renversé au Niger, semble aujourd'hui de plus en plus hypothétique, c'est une façon pour les putschistes au Niger d'afficher leur soutien, tout en maintenant la pression sur Paris. Hier, à Niamey, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau manifesté pour demander le départ des troupes françaises du pays. Merci beaucoup Yves. La 40e édition des Journées du Patrimoine à Paris, l'emblématique chantier de reconstruction de Notre-Dame a ouvert au public à 10h ce matin. Alexis Vallée, vous êtes sur place et en direct, l'occasion pour les visiteurs de voir où on en est et puis de découvrir ces métiers d'artisanat d'art qui sont à l'œuvre. Oui, en effet. Et puis pour cette troisième édition, il y a beaucoup de monde. Je pense que vous le voyez derrière moi. Alors, naturellement, des Parisiens, des Français, mais aussi beaucoup d'étrangers qui sont venus pour voir. Regardez sur ma droite, par exemple, ces charpentiers qui sont en train de faire des démonstrations de leur travail. Sur ma gauche, vous le voyez également, des tailleurs de pierre. On retrouve également des maîtres vitriers. Vous savez, ceux qui restaurent les vitraux de la cathédrale. Tous ont un objectif commun. C'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris que vous voyez juste derrière moi, prévue le 8 décembre 2024. Merci beaucoup, Alexis Vallée, en direct du chantier de Notre-Dame de Paris. Tout de suite, Céline Attendu. À tout à l'heure.
Bonjour et bienvenue dans Vrai ou Faux. Comme d'habitude, on va parler intox, rumeurs et manipulation. Et aujourd'hui, au sommaire, le séisme au Maroc. Vous allez voir qu'il faut se méfier des images et des histoires qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et puis, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle. On a testé cette nouvelle technologie pour créer nous-mêmes des intox. Et vous allez voir, le résultat est assez incroyable. Et enfin, on a enquêté sur la lecture rapide. Vous savez, ces gens qui vous promettent qu'on peut lire un livre énorme en 2 heures et tout comprendre. Est-ce que ça serait pas un peu bidon? Voilà, et comme d'habitude, Vrai ou Faux, ça se fait en équipe avec nos journalistes, Anaïs Kroutz, Julie Calderon et Luc Brisson. Salut à tous les trois. Salut. Ça va bien. Et on est avec notre invité, Ronnie Broman. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Vrai ou Faux. Et bienvenue donc, dans Vrai ou Faux. Alors, vous êtes médecin et ancien président de Médecins sans frontières. Et Toujours avec vous, membre de Médecins sans frontières. Pardon? Toujours membre de Toujours membre, mais ancien président. Et avec vous, on va voir la réponse humanitaire à la catastrophe en cours au Maroc. C'est chaud les intox. Voilà, on est maintenant habitué à chaque catastrophe. Aujourd'hui, eh bien, des gens en profitent pour balancer de fausses informations, voire des théories complètement complotistes. Et ça n'a pas manqué encore une fois avec le séisme au Maroc. Vous allez voir que certains internautes sont persuadés qu'on leur ment sur ce qui s'est réellement passé. Plusieurs vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux après la catastrophe au Maroc. On y voit des points lumineux dans le ciel. Pour de nombreux internautes, ces lumières sont louches et liées au séisme. Voici ce qu'ils en disent en commentaire. Oui, système HARP. Pour tous ceux qui se demandent, oui, on peut créer des séismes. Quelqu'un aurait donc créé le séisme grâce à un système nommé HARP. Qu'est-ce que c'est? Le projet HARP existe bien, mais ce n'est pas une arme. Voici à quoi il ressemble. Un observatoire météorologique américain basé en Alaska. Son seul but est d'étudier la haute atmosphère, mais il est l'objet de nombreux fantasmes depuis des années. Maintenant, ces lumières sont-elles tout de même liées au séisme? Ces quelques images sont difficiles à authentifier, et le sujet fait débat parmi les spécialistes. Certains scientifiques affirment qu'il s'agirait de lumières sismiques, donc des conséquences du tremblement de terre. Par exemple, une décharge d'ions dans l'atmosphère qui serait provoquée par le mouvement de la roche. D'autres estiment qu'il s'agit d'une simple décharge électrique provoquée par la rupture des câbles enfouis dans le sol. Le ciel semble parfois parcouru par des orages, comme c'était le cas en Turquie au mois de février, ou encore ici au Mexique en 2021. Si les géologues et les sismologues débattent toujours de l'origine exacte de ces lumières, en tout cas elles ne sont en rien une preuve de l'existence d'une soi-disant arme géologique. Voilà, donc ici c'est un peu des propos lunaires d'internautes qui s'inventent un complot. Malheureusement, on le voit souvent lors des catastrophes. Il y a autre chose dont il faut se méfier, et ça touche aux cagnottes en ligne. Il y a eu pléthore de cagnottes en ligne qui ont été montées comme d'habitude après le séisme. Certaines ont récolté plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est des sommes qui sont très importantes. Mais Julie, tu as regardé ces cagnottes, et ce qu'on ne sait pas, c'est parfois comment elles vont être utilisées, ces cagnottes, et si elles seront utilisées à bon escient. Exactement. Avec les cagnottes en ligne qui sont lancées par des influenceurs ou par des anonymes, il est vraiment difficile de retracer le chemin que va emprunter votre argent si vous faites un don. Et donc on est allé voir justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis le tremblement de terre au Maroc. Et vous allez voir sur ces images, il y a énormément d'appels aux dons, des cagnottes lancées de partout. Alors il y a aussi des appels aux dons lancés par des personnalités. Alors vous allez voir aussi sur cette image, là c'est le tweet du footballeur Ousmane Dembélé. Il renvoie vers une cagnotte d'aide aux victimes, en collaboration, comme il le dit, avec une ONG sérieuse qui s'appelle We Are Solidarité. Et ça renvoie ça aussi encore à une autre plateforme bien connue d'appel aux dons. On a regardé, vous voyez, c'était il y a quelques heures, on est à un peu plus de 120 000 euros. Mais il y a autre chose qu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux et c'est plus inquiétant, ce sont ces messages-là que vous voyez sur l'image, ce sont des personnes qui dénoncent les fausses cagnottes, les arnaques, etc. Donc là encore, on est allé fouiller, on a regardé un peu plus près tout ça, et on voulait savoir qui se cache derrière ce genre de cagnotte. Donc il y a là, en l'occurrence, une association, on va pas nommer bien sûr, et qui renvoie vers une plateforme de récolte de dons. Et alors là, tenez-vous bien, le montant est carrément faramineux, on est à moins de 7 jours, à peu près depuis le tremblement de terre, et on est à près de 500 000 euros récoltés. Donc c'est énorme, donc on se demande vers qui va cet argent au Maroc. Est-ce que ça va vers des humanitaires sur place? Est-ce que ça va vers des villages isolés? Là, c'est quand même très difficile de le savoir. Et donc, tu as essayé de les appeler pour savoir un peu ce qu'il y avait derrière. Ouais, on a appelé, on a eu beaucoup de mal à les avoir, mais après de nombreuses tentatives, on a réussi à avoir quelqu'un au bout du fil. Alors, selon eux, le don va dans un premier temps pour acheter des vivres sur place, et puis dans un second temps pour aider à la reconstruction. Ils nous ont dit qu'il y avait à peu près une quarantaine de personnes sur place qui géraient toute la logistique. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué de vérifier tout ça. Et puis l'association nous a assuré que dans un second temps, elle va essayer de tenir informés ses donateurs de l'utilisation de l'argent. Je pense que vous serez d'accord avec nous, Ronnie Broman, mais quoi qu'il arrive, la fiabilité de ce genre de cagnotte, c'est toujours un peu flou, et c'est mieux, je pense, d'aller directement donner aux organismes connus ou reconnus comme UNICEF, Secours Populaire ou Médecins sans frontières. On peut comprendre que des gens aient envie de donner à des organisations locales, pas des ONG internationales, on comprend ça. Enfin, dans ce cas-là, 500 000 euros pour une ONG